Donc je tiens avant tout à remercier la BRAFA et également d'être accueilli ici par le stand de la Fondation Roi-Baudouin qui nous a par ailleurs bien aidés. Donc c'était absolument sympathique comme collaboration. Alors Delvaux, pour la plupart d'entre vous, jouit en tout cas dans notre pays d'une belle reconnaissance. Et il faut savoir que même si cette reconnaissance a été plutôt tardive, euh, Delvaux a rencontré le succès de son vivant, il a joui vraiment d'une belle reconnaissance et il était d'ailleurs plus connu que René Magritte, ce que certains sont venus me glisser à l'oreille à plusieurs reprises depuis que nous sommes sur notre stand. La preuve en est notamment la rencontre voulue par Andy Warhol, qui, lorsqu'il est venu à Bruxelles en 1981, a demandé à rencontrer Paul Delvaux. La rencontre s'est faite à la maison Perrier, qui est une maison qui a été décorée par Delvaux entre 54 et 56. Et donc, il y a eu cette rencontre qui s'est faite, d'où un Polaroid dont Warhol a tiré une série de sérigraphies. Alors maintenant, je vous invite à rentrer dans l'œuvre de Paul Delvaux. Paul Delvaux est né le 23 septembre 1897, dans la chambre, là, de cette maison à Antey. Il faut savoir que Paul Delvaux est né à Antey d'une famille dont les deux branches sont issues du pays mausan, c'est-à-dire qu'aussi bien son père que sa mère provenaient du pays mausan. Et donc, sa mère est revenue accoucher dans la maison familiale, comme ça se faisait à l'époque. Et donc, Delvaux est né dans cette maison qui existe toujours. Son père, Jean, vient d'une famille de meuniers qui est installée à Ouance, dans un petit bourg près de Huy. Et non loin de là, à Antey, vivait Laure. Et Laure et Jean vont se marier en 1896. Jean est le seul universitaire de la famille. Il est avocat au barreau à Bruxelles. Il a véritablement été élevé par sa mère et ses tantes dans un environnement extrêmement féminin. Et Laure, la maman de Paul Delvaux que vous voyez ici avec lui en 1900, était une maîtresse femme qui s'est vraiment occupée de ses deux fils avec une certaine poigne et avec beaucoup de volonté. Elle était musicienne et elle chantait à ses heures perdues et elle espérait que son fils devienne un jour pianiste. Mais d'ailleurs, Paul Delvaux va avoir des cours de musique dès ses 7 ans et le dernier piano qu'il a eu, qu'il a reçu en 1913, se trouve aujourd'hui au musée à Saint-Idesvald. Et là, vous avez une petite photo sympathique de la visite de la famille royale où Paul Delvaux a joué quelques notes pour le roi et la reine. Donc il va conserver, Delvaux est vraiment un musicien, il va conserver tout au long de sa vie un intérêt pour la musique. Il est élevé comme un petit bourgeois bruxellois. En 1901, ses parents quittent la rue de l'Arbre qui était située à Bruxelles-Ville pour la rue d'Écosse à Saint-Gilles. Et là, il va y vivre jusqu'à la fin de l'année 1948, c'est-à-dire pratiquement 50 ans. On croit d'ailleurs très souvent que Delvaux est avant tout de Watermal-Boisfort, mais il a vécu très longtemps à Saint-Gilles, dans ces fameuses maisons typiquement bruxelloises d'ailleurs, de style néoclassique. Et d'ailleurs, Delvaux disait qu'il s'était souvenu qu'au rez-de-chaussée, on s'éclaire au gaz, à l'étage au pétrole, et que l'électricité ne sera installée qu'en 1901. Il entame ses études à Saint-Gilles en 1904, ses études primaires. Et de ses études primaires, il retiendra une chose importante, c'est le fait qu'il devait traverser pour rejoindre le cours de musique, justement, le local de biologie dans lequel se trouvait un squelette. Et ce squelette l'a vraiment fondamentalement frappé, et cela explique pourquoi on le retrouvera dans son œuvre ultérieure. Il poursuit ses études à l'Athénée toujours de Saint-Gilles, et parmi ses camarades, on va dénombrer quelques personnalités importantes, dont Paul-Henri Spaak. Et je le signale simplement parce que même s'il n'a pas eu de lien particulier avec celui qui fut le futur Premier ministre, il a été très très proche de son frère,
Claude Spaak. Il y a d'ailleurs une lettre adressée à Claude Spaak qui est vendue ici dans le cadre de la foire. Et Claude Spaak va vraiment avoir un rôle fondamental en tant que défenseur de l'œuvre de Delvaux. Le jeune Delvaux n'est pas bon élève. Il se passionne néanmoins pour son cours d'histoire et géographie et il va recevoir lors de sa première communion les livres de Jules Verne édités par Hetzel et c'était des éditions qui étaient agrémentées de gravures et cela aura aussi un impact profond sur son imaginaire. Ce sont vraiment des choses qui vont infuser dans son esprit et qu'on va retrouver dans des œuvres ultérieures. Alors il s'intéresse aussi à l'Antiquité, aux temples égyptiens et à Athènes et Rome, comme vous pouvez le voir ici dans la citation qui est de son fait. Le génie militaire et civil de la ville éternelle, son architecture, sa loi, la transmission de l'héritage méditerranéen à la Gaule, qu'on disait barbare, m'ont fasciné. Et il y a vraiment cette notion de fascination chez Paul Delvaux, elle est fondamentale dans la compréhension de l'élaboration de son œuvre. En août 1914, la guerre débute en Belgique. Delvaux a 17 ans et il est hors de question pour ses parents qu'il s'engage. Donc il va terminer ses études gréco-latines à l'Athénée en 1916 et viendra le jour où il faudra lui trouver une destinée. Alors, ses parents aiment plutôt la musique, comme je vous l'ai dit, et n'ont absolument aucune accroche avec la peinture. Et donc à partir de là, c'est assez compliqué pour le jeune homme qui exprime un désir assez manifeste de peindre. Et il va complètement à l'encontre des espoirs formulés par ses parents, qu'il espérait d'ailleurs avocat comme Jean Delvaux, donc c'est-à-dire son père. Dans un premier temps, les parents se résignent, on se dit qu'on va lui trouver un poste d'employé au port de Bruxelles, mais finalement, on se rend compte que... Enfin, ils sont assez désespérés, visiblement, par ce fils qui ne rencontre pas du tout leurs espérances. Et ils vont concéder au fait de l'inscrire au cours d'architecture à l'Académie royale. Il va faire une première année dans l'atelier de Van Eyck. Et en fait, cette première année va se solder par un échec. Il va échouer et il ne va pas se représenter. Alors, heureusement pour lui peut-être, parce que finalement, ça aura un impact sur sa destinée, il va croiser le peintre de renommée Frans Courtens. Et Frans Courtens va intervenir auprès de ses parents de façon à les motiver et à les encourager en expliquant quel est le potentiel que lui, il voit dans les premières aquarelles du jeune artiste. Et donc finalement, à force de persévérance, il sera inscrit à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, non plus en architecture, mais en peinture monumentale, dans l'atelier de Constant Montalde, qui était un grand ami d'Émile Verhaeren. Et Constant Montalde, c'est à lui qu'on doit La Fontaine de l'Inspiration et La Barque de l'Idéal, qui sont deux grands tableaux qui ont été faits d'ailleurs, qui ont été pensés par l'artiste pour les musées royaux des beaux-arts. Et donc avec Montalde, on est face à un peintre symboliste pour qui la pureté, la beauté et justement le fait de peindre un monde idéalisé sont des éléments clés de son œuvre. Et Delvaux va véritablement démarrer sa carrière de peintre au contact de Montalde. Et va en fait, à partir de là, va s'amorcer un long parcours artistique auquel il va se dévouer pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ça que l'on va maintenant, dans lequel on va pouvoir se plonger. Alors, on dit souvent, et les sources expliquent que Delvaux a détruit beaucoup d'œuvres. C'est probablement vrai, mais il y a aussi des tableaux qui ressurgissent et l'on doit à un couple de collectionneurs, férus de Delvaux, qui a axé sa collection sur vraiment les premières parties de l'œuvre, d'avoir constitué un important ensemble qui est aujourd'hui en partie en dépôt au musée de Saint-Idesvald. Et c'est important de souligner ici l'impact des collectionneurs privés aussi sur la destination d'une carrière et aussi sur la compréhension qu'on peut avoir d'une œuvre, parce que la plupart des gens qui ont visité le musée de Saint-Idesvald ces 2 dernières années nous ont dit combien ils avaient été étonnés de découvrir les œuvres dans lesquelles qu'on va passer en revue maintenant, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout
à ce style de peinture. De fait, il va y avoir une première période importante qui va se dérouler au rouge cloître, durant lequel, en fait, cette période de formulation, Delvaux va vraiment se chercher, et il va chercher son propre style, et c'est intéressant de comprendre que des thématiques se mettent en place dans l'œuvre, et qu'on va les retrouver sous une forme différente, dans un style différent, dans les tableaux beaucoup plus connus. Alors, à l'Académie des Beaux-Arts, les jeunes artistes sont encouragés à peindre d'après motif, c'est-à-dire que on les invite vraiment à aller peindre à l'extérieur les après-midi. Et c'est ainsi que Delvaux va se retrouver dans cet espace idyllique qui est le rouge cloître, vraiment baigné de verdure, un environnement tout à fait majestueux. Et Delvaux est d'ailleurs un homme très proche de la nature. Il a toujours aimé la nature. C'est un grand promeneur, un grand marcheur. Et donc il va aller aller se promener dans cette forêt de soigne pour trouver, comme beaucoup d'autres artistes par ailleurs, pour trouver des sites qu'il va dépeindre. Et il y a ici l'exemple de la maison d'Alfred Bastien. Alfred Bastien étant un peintre qui était son aîné et qui était engagé en faveur d'une esthétique beaucoup plutôt réaliste. Et on voit ici dans cette petite maison d'Alfred Bastien de 1920 que justement, Delvaux pratique une peinture qu'on pourrait qualifier de post-impressionniste, et ça se retrouve aussi dans des tableaux toujours réalisé à Auderghem avec la source de l'empereur, où vous voyez la confrontation entre le lieu-dit sur une carte postale d'époque et puis cette idée vraiment de capter la lumière au travers d'une touche assez proche de ce qu'ont pu faire les impressionnistes, et vraiment cette idée de peinture aussi en plein air et de peindre sur la toile des impressions ressenties avec une touche qui est très franche quand on s'approche du tableau. Il y a vraiment quelque chose de généreux dans la touche et quelque chose de très vibrant. D'ailleurs, c'est un tableau très apprécié des visiteurs. Dans le cadre justement du travail qui est effectué pour retrouver des lieux comme ici, on a cette toile qui s'appelle en fait la maison du portier, et vous avez une photo qui a été prise il y a quelques mois par quelqu'un qui est bénévole à Watermal-Boisfort, et donc il y a aussi tout un travail qui est fait pour identifier les sites et les angles de vue que Delvaux a pu adopter durant tout son parcours dans ce site du Rouge Cloître. Ici, on a un des très rares témoignages photographiques, si pas le seul, de Delvaux occupé à peindre. Et donc on voit vraiment, là, on est vraiment dans la représentation qu'on peut se faire de l'époque du peintre avec son grand par-dessus qui peint en chemise et en chapeau. Et voilà, c'était une photo qui a été prise tout à fait par hasard par un ami du père de Paul Delvaux qui se promenait ce jour-là, qui l'a croisé et qui a, grâce à lui, on a la preuve qu'il avait été sur ce site, parce que finalement, on va de source en source rapporter, avec aussi cette mare aux grenouilles typique du rouge clatre. Paul Delvaux s'astreint donc à vraiment dépeindre son environnement quotidien, et il va devoir attendre 1924 en fait, avant de bénéficier d'un atelier qui est en fait une mansarde dans la maison familiale, avant que ses parents lui concèdent ce petit lieu, ce petit espace de repli. Il va devoir travailler dans son atelier à ciel ouvert, qui n'est autre que Bruxelles. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui va sillonner la ville à pied, à vélo, en tram, qui transporte son matériel, qui se met dans des situations où il va réaliser des grandes œuvres en harnachant ses toiles à des balustrades. Au rouge cloître, il y avait des jours où il faisait très mauvais, donc il avait un accord avec l'hôtelier pour pouvoir conserver, parce qu'il faut imaginer qu'il transportait chaque jour son matériel. Donc ici, on est face avec cette vue ici du musée Wiertz. Donc dans ses pérégrinations, il s'arrête devant l'entrée du musée Wiertz, qui se trouve toujours à Bruxelles, qui est toujours visitable et que je vous encourage à visiter. Donc c'est un lieu qui est géré par les musées royaux des beaux-arts, mais qui est tout à fait... il y a vraiment une âme de cet artiste qui est encore présente dans les lieux. Et ici, Delvaux fait le choix de se focaliser donc sur l'entrée de cette maison atelier, qui est accessible par cette grille qui débouche sur un escalier. Et tout ce jeu de plans successifs va suggérer l'idée du passage d'une frontière entre intérieur et extérieur, qui va devenir au fil du temps une préoccupation centrale pour le peintre. Nous avons aussi un autre exemple qui est cette petite place Sainte-Croix à Bruxelles, à Ixelles,
Et là aussi, voilà, Delvaux décide de dépeindre l'œuvre, de peindre cette œuvre un jour de marché, un jour de pluie. La chaussée est glissante, on voit ce personnage avec son parapluie. Des personnages qui sont vraiment des petites figures un peu anonymes dans un décor où déjà au loin il y a cette idée de perspective, de tramway qui apparaît, la calèche, tous les éléments sont réunis pour retranscrire un climat d'un lieu comme celui-là. Et alors la petite anecdote de ce tableau, c'est que Delvaux, en fait c'est un des tout premiers tableaux que Delvaux a exposé quand il était jeune. Et c'est le seul tableau qui a été acheté lors de cette exposition, donc il était absolument ravi. Et en fait, Sébastien lui-même, qui était venu visiter l'exposition, qui l'avait acheté, mais sans se faire connaître, de manière à soutenir le jeune artiste, qui était quand même dans une situation pas évidente, puisque d'une part pas soutenu par son entourage, et très seul face à la création, plus en tempérament solitaire. C'était évidemment des moments pas évidents. Alors je vous ai parlé de l'attachement de Paul Delvaux à sa terre natale, si l'on peut dire, puisqu'il est né à Antey, et qui est donc tout le pays mosan. Et là aussi, Delvaux va garder un attachement tout particulier pour cette région. Il va y revenir tout au long de sa vie. Et dans les années 20, on voit qu'il y puise vraiment des sujets plutôt révélant la quiétude, comme ici avec l'écluse des grands malades à Huy qui n'existe plus, où il propose une vue en amont et en aval de la Meuse. Donc 2 tableaux réalisés en août 1921 avec une palette beaucoup plus claire que d'autres qui ont des tons beaucoup plus terreux, notamment dans toute une série d'œuvres qu'il va réaliser et qui montrent là alors plutôt l'essor économique propre à la région de Liège qui est en plein mouvement, et notamment toutes les usines. Delvaux s'est toujours beaucoup intéressé à tout ce qui a trait à l'industrie, à la technique. Là notamment ici, voilà, cette usine à zinc à Corfaly, où de nouveau avec des photos d'époque on peut restituer les ambiances que Delvaux a pu connaître, et voir aussi à quel point il dépeint les choses avec une grande véracité. Donc il y a quelque chose dans son choix, il y a une volonté d'être absolument réaliste. Autre attachement important de Delvaux, c'est évidemment la mer du Nord, avec ici justement un exemple de 2 types de marines qu'il a pu faire. Et l'attachement de Paul Delvaux, on peut vraiment dire en fait que Delvaux est un artiste belge qui naît en Wallonie, qui passe la majeure partie de sa vie à Bruxelles et qui va finir ses vieux jours à la côte belge. En fait, son premier séjour à la mer, on le sait, remonte à 1906, donc il était quand même tout enfant. Il y a vraiment aussi chez Delvaux une enfance typiquement belge, avec ses parents qui l'emmenaient à la mer à Saint-Idesbald. Et donc il va garder pour ces lieux-là beaucoup d'intérêt et de nostalgie par la suite. Donc voilà, c'est vraiment aussi la mer, un élément qu'on va retrouver dans son œuvre ultérieure. Autre élément important dans les premiers tableaux, on parle souvent de Paul Delvaux comme étant le peintre des femmes, des gares, des squelettes et des trains. Et de fait, dans les premiers tableaux, on voit déjà à quel point le train est un élément très important et très constitutif de son imaginaire. Delvaux a dit combien cette fréquentation des gares à l'époque, de nouveau de sa petite enfance, l'avait fondamentalement marqué, et qu'il se souvenait des odeurs, des ambiances, de l'arrivée de la locomotive à vapeur. Et d'ailleurs, si vous regardez cette photo et que vous allez voir ensuite la gare forestière, vous allez retrouver ce côté vrombissant des vapeurs de fumée, et ce sont vraiment des éléments qui vont profondément le marquer. En fait, Paul Delvaux, je vous le disais, habitait Saint-Gilles, rue d'Écosse, et la rue d'Écosse se trouve plus ou moins à mi-chemin entre la gare de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Luxembourg. Et il va vraiment entre 21 et 23 s'arrêter se consacrer vraiment aux peintures de gare, notamment à la gare de Bruxelles-Luxembourg qui a évidemment changé de visage aujourd'hui. Mais Delvaux s'intéresse non pas aux vues ordinaires comme on peut le retrouver chez Monet, des vues de quai où les gens prennent le train. Il s'intéresse vraiment à toute cette activité ferroviaire des cheminots. Il avait réussi à obtenir
un passe-droit via l'intervention de son père auprès de Paul-Émile Janson qui lui donnait accès aux mêmes zones que celles qui étaient réservées aux cheminots. Et donc il pouvait vraiment être au contact de toute cette communauté finalement de cheminots. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il sera fait chef honoraire de gare de la gare d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et qu'il recevra cette fameuse récompense qui pour lui était une distinction absolument émouvante puisqu'il s'était rêvé chef de gare quand il était petit. En fait, à chaque vacances, Paul Delvaux retournait du côté de Liège voir ses familles respectives. Et donc, il avait vraiment intégré ce souvenir du train et ce souvenir de voyager en train, de prendre ce temps-là. Et donc, on n'est pas non plus surpris que dans ses premières peintures, le sujet du train soit central et qu'il cherche à nouveau. Voilà, il va prendre, en fait, il va étudier les mêmes vues à différents moments de l'année et à différentes saisons pour vraiment rendre compte de cette activité des cheminots. Et c'est quelque chose qui va perdurer dans son œuvre parce que même une fois que son œuvre sera bien installée, il va continuer à fréquenter, à sillonner comme ça différents endroits de la Belgique, notamment toujours le pays Mosan, oui. Et on a grâce à toute une série de dessins et aux signatures en fait Delvaux. L'avantage pour les historiens de l'art, c'est que Delvaux signe très souvent en étant précis, c'est-à-dire qu'il nous donne le mois, la date et parfois le lieu de l'endroit où il se trouvait. Donc c'est comme un espèce de journal intime qui nous est livré au travers de ces dessins. Là voilà, il y a l'ancienne gare du Midi qu'il va réaliser en 1948. Et là, on a une confrontation avec la vue de la gare de Bruxelles-Midi telle que Delvaux a pu la connaître et qui avait une toute autre... Enfin voilà, on est très loin évidemment de la gare moderniste qu'on connaît aujourd'hui. Et cette gigantesque façade, ce bâtiment qui était absolument impressionnant, vous voyez que Delvaux s'en inspire pour des œuvres. Il va vraiment venir réintégrer cette architecture de gare dans des œuvres ultérieures. Ici, on a l'exemple avec l'heure du sommeil, où voilà, la confrontation avec l'architecture qui se trouve à l'arrière-plan. Il s'est tout à fait inspiré de ça. Pareillement, dans toute son approche du matériel roulant, puisqu'il y avait un travail important qui avait été fait avec les cheminots de la SNCB et qui mettait en avant le fait que Delvaux était particulièrement précis dans son rendu des trains, puisqu'on peut presque à chaque peinture retrouver spécifiquement quel type de matériel roulant il a pu dépeindre avec force et détail. D'ailleurs, il y a des multiples carnets de croquis et ça pareillement, il va le faire tout au long de sa vie. Il va continuer à crayonner des trains. Delvaux reste seulement 2 ans dans l'atelier de Constant Montal à l'Académie. Il est fort probable que le fait d'avoir dû faire son service militaire et les pousser à ne pas y retourner suite à son service militaire, il a préféré poursuivre son apprentissage en autodidacte. Et on va voir qu'il y a vraiment un tournant, enfin vraiment des étapes importantes sur une période assez courte finalement qui vont se succéder. On a notamment, suite à vraiment, il y a 3 années durant lesquelles il est focalisé sur le rouge cloître, focalisé sur les peintures, sur les trains. Et par la suite, il va venir intégrer la figure humaine dans son œuvre. Et ça, c'est vraiment à partir de 24-25 qu'on va voir un changement, avec vraiment une transformation aussi. Ça s'accompagne vraiment d'une transformation stylistique où on va voir que ça évolue quasiment d'une année à l'autre. Et dans ces peintures-là qui étaient jusqu'ici absolument méconnues et pas du tout associées à Delvaux, je pense que si vous montrez ça, peu de gens l'associent à Paul Delvaux. Et là, de fait, il va vraiment faire la part belle à des attroupements comme ça de personnages avec un nombre surnuméraire de chevauchements de personnes. Il va jouer aussi sur des contrastes entre les hommes qui sont avec des costumes sombres, des femmes assez élégantes en chapeau, en beaux habits, avec une palette beaucoup plus lumineuse, des enfants qui ont un côté très poupin, avec des yeux qui sont simplement esquissés par 2 points noirs et un caractère un peu figé et inexpressif, que certains ont mis en parallèle avec ici notamment une peinture
de Renoir, cette espèce d'ambiance aussi comme ça, très, très colorée. Et en même temps, on voit déjà des éléments importants dont je vous ai parlé juste avant, c'est cette idée d'intérieur-extérieur. C'est-à-dire on ne sait jamais très bien où on est. Est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors? Dans l'œuvre qui s'appelle Le Tram, on ne le voit pas facilement, mais en fait, à l'arrière-plan, surgit un tram, et puis il y a ce lustre et toutes ces tentures. Enfin, il y a toute une série d'éléments iconographiques qui déjà prennent corps durant cette période. Il continue à aller au rouge cloître, mais là aussi, évolution stylistique. Il va venir intégrer des personnages, et c'est vraiment l'idée pour lui de rendre un climat, de mettre en avant, notamment au travers de la nature. Et quand on regarde bien, en fait, la nature est beaucoup plus travaillée que les personnages, qui sont assez sommaires, assez bruts. Parfois, certains n'ont même pas de visage qui sont dessinés. Et ici, ce qui est assez étonnant, on va dire, c'est qu'il y a vraiment cette idée aussi de mise en abîme du peintre qui dépeint un peintre occupé à peindre. Donc il y a cet effet de mise en abîme que l'on va retrouver dans des œuvres beaucoup plus connues, comme ici L'Aube sur la ville, qui est une œuvre de la collection Belfus, où on retrouve le peintre qui s'est dépeint au centre de la toile. Et dans les mains, en fait, il s'est dépeint tenant des pinceaux, vraiment à la lisière comme ça de la partie extrême gauche. Donc il vient s'intégrer dans certaines de ces toiles. Et donc ça, c'est un phénomène qui apparaissait déjà dans les années, au mi-temps des années 20. Ici, vous avez une des rares photos, parce qu'en fait, les photos des ateliers à l'académie étaient faites par les étudiants et non pas par l'institution. Donc, c'est vraiment les étudiants entre eux qui s'échangeaient des clichés. Et ici, avec un exemple, justement, de Paul Delvaux, là, qui est entouré, avec le modèle qui pose. On voit aussi, d'ailleurs, qu'il y a pas mal d'étudiantes à l'académie à l'époque, et il y a des travaux qui sont menés aussi actuellement pour mettre en avant la place aussi de toutes ces jeunes artistes femmes. Les ambiances d'atelier sont aussi des choses qui vont le marquer, parce qu'en fait, Delvaux aurait vu pour la première fois une femme nue dans le cadre de ces séances de pause, qui étaient vraiment quand même qui étaient réservées évidemment exclusivement aux étudiants pour leur apprendre l'anatomie. Et le modèle vivant féminin aurait été introduit à l'académie en même temps que les artistes femmes ont été acceptés, parce qu'on voulait que les femmes puissent dépeindre des femmes et ne soient pas choquées par le corps des hommes. Toujours est-il que ça n'a pas déplu à Delvaux, cette histoire de modèle, et que là aussi on a des traces de quelques exemples. De nouveau, ils ne sont pas légion, hein, donc c'est intéressant de mettre ça en rapport, où là on a ce modèle qui pose, et en fait ce qui est intéressant, c'est évidemment ce qu'il va en faire par la suite et les souvenirs qu'il va en conserver, puisqu'on a là la confrontation avec une œuvre de 1979 où il se souvient finalement oui, il se souvient de cette ambiance d'atelier, et il en fait tout à fait autre chose avec des personnages tels qu'on les connaît, au chapeau fleuri. Et puis cette femme étendue, nue, les yeux clos, qui semble complètement portée par ses propres songes, et vraiment plongée dans son monde intérieur. Mais évidemment, avant d'arriver là, il y a eu d'autres passages. Donc je vous disais que la figure et le nu va vraiment s'intégrer dans la peinture de Delvaux, notamment, sans doute, probablement grâce au passage à l'Académie. Et ici, de nouveau, une toile tout à fait isolée dans la production de l'artiste, qui date, toile de 1926, avec une palette très rouge qui nous renvoie par ailleurs à Renoir, avec cette ambiance beaucoup plus guillerette. Et puis ce corps féminin, masculin, qui est au centre de la toile, avec ces personnages ces deux jeunes filles qui viennent comme ça l'encadrer, et dans des poses un peu empruntées qu'on va retrouver par ailleurs dans des toiles beaucoup plus célèbres. Et voilà, ça c'est un exemple absolument unique, puisqu'en 26 il fait ça, et en 27 on passe déjà à un allongement des corps, à un changement de la palette, avec une composition somme toute assez classique, avec cette mère de famille entourée de ses enfants. C'est un tableau qui s'appelle
la famille à l'harmonie à oui. Et en fait, l'harmonie à oui était, comme vous pouvez le voir sur la carte postale, un lieu où les gens se réunissaient pour des représentations, des activités musicales amateurs, des petits concerts en somme. Euh, Voici une toile de 27, là aussi, gros changement, donc de nouveau en très peu de temps. Ça c'est une toile tout à fait incroyable, qui est très très grande. Elle fait pratiquement 3 mètres de long. Et là, on est face à quelque chose de tout à fait nouveau dans son œuvre. Il joue de nouveau sur ces idées de contraste. On avait vu les personnages en costume sombre et les femmes dans des robes. Bon, ici, la femme est désormais nue. Et évidemment, il y a ce jeu entre le corps nu et ces figures très imposantes, très purmékiennes de soldats romains. Et puis aussi cette composition qui est extrêmement chargée, c'est-à-dire que de l'avant-plan à l'arrière-plan, il se passe énormément de choses. Le regard est complètement perdu. Il faut vraiment un temps pour rentrer dans l'œuvre et commencer à s'attarder sur les différents détails. Et ce type de procédé, il va le poursuivre donc sur un temps donné. Et là, vous avez ce bel exemple qui est Femme devant la mer, qui est un tableau actuellement exposé sur le stand de Francis Mar. Et donc, ce sont des œuvres beaucoup plus insolites et qu'on peut mettre évidemment en rapport avec l'art de quelqu'un comme Modigliani, puisque vous avez vraiment ces épaules tombantes, l'allongement du cou, les grands yeux en amande, presque à front enfin vraiment très proche du front, et puis ces nez étirés, etc. Et voilà, ça il va vraiment faire entre 28 et 29. Ce sont des exemples de tableaux. C'est vraiment, oui, c'est ça, 27-28, il va faire ce genre de choses. Après, en 29, on a un nouveau passage qui est lié à l'expressionnisme. Donc évidemment, durant cette période-là, c'est l'expressionnisme qui est massivement représenté dans la peinture belge. Et Paul Delvaux fréquente le Palais des Beaux-Arts, où il a l'occasion de voir les expositions, que ce soit d'une figure pionnière comme James Ensor, mais pareil, Purmeek, Van de Woestijn, etc. Donc il visite ces expositions-là. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans l'expressionnisme? C'est que l'expressionnisme met vraiment en avant non plus le fait de représenter le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est ressenti, tel qu'il est vécu. Et pour quelqu'un comme Delvaux qui a une nature assez introvertie, ça va vraiment être un moyen, c'est par ce biais-là, par le biais de l'art, et c'est par ce passage par l'expressionniste qu'il va progressivement parvenir à formuler son monde. Alors ici, une petite incise sur la vie personnelle de Paul Delvaux, puisque Vanessa le disait, les deux sont intrinsèquement liés. Et de fait, ici, on est face au portrait de Tam, qui n'est autre que Anne-Marie de Martelard. Donc en 1929, il rencontre cette jeune femme et ses parents s'opposent aux fiançailles, mais de façon absolue, c'est-à-dire qu'il doit jurer. Enfin, il doit faire un choix, d'une part, et si le choix est de ne pas l'épouser, il pourra rester en contact avec ses parents. Il faut savoir que Delvaux dépend, enfin vous l'aurez compris, déjà il a dû attendre jusqu'en 24 pour qu'on lui concède la mansarde, donc il dépend pécuniairement, financièrement, c'est pas quelqu'un qui a pris en main sa vie sur le plan logistique quotidien, matériel, vive les femmes, et c'est sa mère qui l'a fait, et donc il est resté chez sa mère puisque elle l'a sommé de faire un choix. Et donc il a choisi et il a dû jurer qu'il ne l'épouserait jamais. Donc voilà, et Paul Delvaux étant malgré tout très malheureux, il va dépeindre cette femme sur toute une série de carnets de croquis, de nouveau sur des dessins, et il va réaliser comme ça tous ces dessins. Enfin, là il y en a 3 qui sont montrés, mais il va la dépeindre, et là on a aussi un exemple d'un grand portrait qui est un portrait quasiment à taille humaine. Et puis là on a un autre exemple qui est assez significatif chez Delvaux, c'est toujours ce jeu entre, d'une part vous aviez Tam isolée toute seule dans son environnement, et puis là vous avez la vision d'un couple beaucoup plus dans une situation on va dire plus frivole, puisque vous avez
Paul Delvaux qui se représente avec de nouveau une peau très sombre, presque brune, dans un costume. Et puis vous avez cette femme, Tam, qui est représentée avec, qui va prendre toute la lumière avec ce haut blanc et ce jeu de rouge qui va se répercuter de sa bouche au collier jusqu'à sa jupe. Le tout sous une facture justement très expressionniste qu'on peut mettre en relation avec les fiancés de Purmeek. Il va fantasmer son mariage, puisqu'en 1932, il réalise les noces à Antey, et là, il s'imagine marié pour de vrai, avec Tam au bras, et toute la famille autour, donc il aurait alors été adoubé dans son choix. Mais le destin est ce qu'il est, et il attendra longtemps, mais il attendra, et le 25 octobre 1952, suite à une rencontre inopinée avec Tam chez Oscar à Saint-Idesbald, il la revoit tout à fait par hasard. Ses parents sont décédés entre-temps, et il bravera sa promesse, puisque il est alors âgé de 55 ans, Tam en a 53, et il l'épouse ici à Watermal-Boisfort. Donc voilà, c'était intéressant de mettre en relation des périodes de vie qui sont évidemment tout à fait différentes, mais voilà, peut-être qu'il faut peindre le tableau de la vie qu'on veut rêver et que ça se réalise. Toujours est-il que ce fut le cas pour lui. Autre chose très importante durant cette période qui va prendre racine fondamentalement dans son œuvre, c'est dans son œuvre justement qui est vraiment en pleine construction, c'est la découverte du musée Spitzner en 1930. Là, ce sont des images qui rendent un petit peu compte de l'ambiance propre à la foire du Midi, que Delvaux fréquentait, puisque de nouveau, il habite proche de la gare, il va régulièrement là-bas. Et à la foire du Midi se trouve un peu en dehors des attractions ordinaires, se trouve la fameuse baraque du musée Spitzner. Et là, ça vaut la peine de lire le commentaire de Jean Dosta, qui est un contemporain de Delvaux, qui nous parle donc du fameux musée Spitzner, qui pendant près d'un demi-siècle a montré aux personnes avides de s'instruire tous les secrets de l'anatomie des deux sexes, de la grossesse, de l'enfantement, de la chirurgie, y compris une terrible extraction de la pierre de la vessie. Tout cela grâce à des modelages en cire et des tableaux d'un réalisme impressionnant, ainsi que toutes les horreurs des maladies vénériennes et des monstruosités de la nature, tel ce double fœtus véritable de frères siamois conservé dans un grand bocal d'alcool. D'ordre de police, il fallait avoir 18 ans pour pouvoir pénétrer dans ce temple de la sexualité, de l'obstétrique et de la morbidité. Mais je ne sais par quelle astuce je m'y faufilais à 17 ans, ce fut la plus forte sensation que la foire du Midi m'ait jamais prodiguée. Songez qu'il y avait même dans ce musée Spitzner une femme au sein nu, en cire bien sûr, mais tout de même. Et de fait, ces cires anatomiques étaient vraiment là à but pédagogique, notamment on envoyait les jeunes hommes leur faire comprendre quels étaient les résultats des maladies vénériennes. Et on montrait évidemment des spécificités du corps humain qu'on n'avait pas l'habitude de... Enfin voilà, le corps humain disséqué dans tous ces aspects. Mais ce n'est pas ces éléments-là que Delvaux va retenir de cette visite. Ça va être la fameuse Vénus endormie. Se trouvait à l'avant-plan de la baraque du musée Spitzner un cercueil en verre dans lequel était placée cette Vénus qui se trouve aujourd'hui à Montpellier. Et en fait, ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il y avait un mécanisme qui faisait que son cœur se soulevait. Donc on avait vraiment l'impression qu'elle dormait tout en respirant. Et cette vision-là va vraiment le fasciner. En fait, vraiment chez Delvaux, dans la constitution de son univers, c'est l'imprégnation de souvenirs et de visions chocs qui vont venir alimenter tout son imaginaire pictural. Et il va réaliser en 1932 cette Vénus endormie, dont l'original se trouve ici, et qui est voilà, un des exemples des années 30 qui a survécu à la destruction, parce il en a réalisé deux autres qui ont disparu ou sont détruits. Et puis on voit justement que quasiment 10 ans après, il réalise le musée Spitzner, donc sous la forme d'un souvenir, où là, la Vénus, elle s'est en fait levée de son cercueil, mais pour autant, on va retrouver des éléments significatifs qui sont par exemple la caissière que vous allez trouver dans chacune des deux œuvres. Pareillement, on va trouver le squelette,
Et donc là, on a vraiment cette interprétation de type expressionniste avec ces personnages, ce côté un peu circassien, ensorien, tous ces personnages vêtus qui admirent le corps de cette femme aux yeux clos que Delvaux a évidemment déshabillée et qui est alanguie sur sa méridienne. Et puis une version fondamentalement delvalienne, où vous avez cette femme qui s'est levée avec sa robe tombée qui dévoile sa poitrine, et puis à l'arrière, vous retrouvez la gare du Midi qui est figurée en arrière-plan de cette toile. Et vous avez aussi, par exemple, vous retrouvez l'écorché derrière la caissière. Donc, et puis l'incrustation d'un jeune adolescent, en effet, et ça, ce sont évidemment des éléments qu'on retrouve dans l'univers bien connu de Paul Delvaux. Si on revient aux années 30, il y a donc ce passage par l'expressionnisme, et puis il va y avoir un basculement en 35, avec une œuvre comme Le Paravent, où là vous avez cette femme nue, complètement nue, et à côté d'elle se trouve cette robe qui porte encore l'empreinte de son corps, comme si elle venait d'être enlevée et déposée, et qui conserve le passage de son corps. Vous avez de nouveau ce jeu de contraste entre le personnage qui est vu de dos, caché derrière le paravent, des éléments comme les chaises qu'on va retrouver par ailleurs, et l'idée aussi que vous regardez dans une boîte dont un des pans serait ouvert et dans lequel vous vous projetez en tant que spectateur. Une toile également, femme de profil et le nu, où là de nouveau il joue sur ce contraste intérieur-extérieur. Cette femme de nu avec ce profil tout à fait caractéristique de Delvaux que vous pouvez même retrouver dans le canapé vert qui est exposé ici. Et des toiles qui par la suite deviennent de plus en plus proches du surréalisme, comme le palais en ruine, avec ce palais antique dans une espèce d'endroit qu'on ne sait pas déterminer. Et si vous faites un glissement visuel, vous voyez que le palais en ruine se prolonge dans la toile du rêve en arrière-plan, avec cette femme de nouveau étendue sur son linge blanc qui nous renvoie à la figure de la Vénus endormie et qui est visitée dans ses songes par cette femme qui vient, qui la survole et qui joue aussi cette espèce d'effet de double. Il est fort à parier que justement l'importance conférée au monde du rêve, à l'inconscient, est expliquée l'intérêt que Breton a porté à l'œuvre de Delvaux, mais pour autant, Delvaux n'a jamais adhéré au mouvement surréaliste tel que constitué, et notamment à tout l'aspect collectif du mouvement surréaliste, et particulièrement à tout l'aspect politique propre aux surréalistes belges. Néanmoins, il a toujours admis l'importance qu'ont pu avoir certains représentants du surréalisme, dont évidemment De Chérico. Et là, vous avez une citation extraite, voilà, qui mieux que Delvaux pour dire l'impact que ça a eu. Donc ce sont ces villes sans présence humaine, vides, ces statues aux grandes ombres portées, ce silence, ce spectacle impressionnant qui m'ont si fort touchée. J'y ai découvert la voie que j'allais emprunter pour mon compte. Néanmoins, avant cette révélation, ma peinture s'était déjà modifiée et mes options esthétiques aussi. Et là, vous avez aussi d'ailleurs une lettre un exemple de lettre que Delvaux pouvait faire d'ailleurs tout à fait classique où il intégrait des dessins, et là c'est la lettre qu'il adresse à De Chérico. Il y a aussi l'influence de Magritte. Au début il était assez réticent quand il a découvert Magritte, et puis finalement justement grâce à Claude Spaak on va voir que ce côté, ce choc poétique, cette association d'éléments anachroniques, Delvaux va se l'approprier à sa façon, et là on a quasiment une citation volontaire avec le récitant. De nouveau une pose très maniériste, un visage qui ressemble à celui de Paul Delvaux qui vient s'intégrer dans sa propre œuvre, et la mise en situation d'éléments absolument réalistes et identifiables, mais dont on ne comprend pas forcément au premier abord le message. Autre exemple aussi, pour terminer, c'est cet exemple du miroir avec une très belle analyse de Jacques Socher. Le dehors serait le bon côté du miroir, où l'on échappe à la déchirure du soubassement, aux crevasses du plafond, à l'usure du temps qui détériore les papiers peints, décollés, déchirés, recroquevillés, comme des écorces ou des pelures desséchées.
Pourtant, dans ce dépeuplement, la splendeur de la femme de dos à la robe de satin brodée 1900 sur un tabouret régence expose le leurre de son éblouissante nudité, impose le règne de figures dépossédées de tout sujet, de toute histoire. Et voilà, donc là vous avez un bel exemple d'une œuvre qu'est le miroir, et puis on voit aussi la permanence des éléments dans l'univers delvalien tel que constitué, avec une œuvre plus tardive, un dessin de 1948. Voilà, ce sont différents aspects que nous vous invitons à découvrir dans le cadre de la magnifique exposition qui vous s'ouvrira le 4 octobre à la Bovary à Liège, et qui explorera justement les différentes facettes de l'univers de Delvaux en lien avec aussi d'autres artistes et puis surtout avec ses spécificités. Et puis on vous invite aussi à nous rejoindre, enfin venir nombreux à Saint-Idesbald à partir du 30 mars, où là une nouvelle exposition se tiendra. Et donc je vous invite vraiment nombreux à venir le visiter, le redécouvrir. Et je vous souhaite une excellente visite de cette foire qu'est la Brafa, puisque je suis sûre que vous avez déjà pu voir quelques merveilles de Paul Delvaux exposées dans les différents stands, avec toutes les périodes représentées possibles. Donc voilà, rien ne vaut la confrontation à l'œuvre réelle, dont vous avez une jolie sélection sur notre stand. Je vous remercie.